Le 23 juillet 1985, André Mattei, chauffeur de bus de 37 ans pour la compagnie Riviera Transport à Nice, termine son dernier service de la journée sur la ligne touristique Nice-San Remo. À 22h30, il gare son véhicule au dépôt de la rue de la Bouffa, salue son collègue de l'équipe de nuit et disparaît dans la nuit méditerranéenne. André ne rentrera jamais chez lui. 20 ans plus tard, en 2005, un touriste allemand découvre dans une boutique d'antiquités de Cannes un badge d'identification de la compagnie Riviera Transport portant le nom d'André Mattei. Mais ce badge cache un secret qui va révéler la véritable raison de sa disparition et bouleverser à jamais sa famille. Comment un simple badge peut-il résoudre un mystère vieux de 2 décennies? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En 1985, Nice rayonne sous le soleil de la Côte d'Azur. La ville de 350 000 habitants vit au rythme du tourisme international qui bat son plein pendant les mois d'été. La promenade des Anglais accueille des millions de visiteurs chaque année, et les cars de tourisme sillonnent sans relâche les routes côtières reliant la France à l'Italie. C'est dans ce contexte que travaille André Mattei, un homme discret aux cheveux bruns grisonnants, père de famille exemplaire, qui conduit les bus touristiques depuis 12 ans. André habite avec sa femme Sylvie et leur fils Luc, alors âgé de 15 ans, dans un modeste appartement du quartier de Cimier. Sylvie travaille comme secrétaire dans une agence de voyage du centre-ville, tandis que Luc prépare son baccalauréat au lycée Masséna. La famille Mattei mène une existence paisible, rythmée par les horaires de travail d'André, qui alternent entre les services de jour et de nuit selon les besoins de la compagnie Riviera Transport. Riviera Transport est une entreprise familiale fondée en 1963 par Giuseppe Martinelli, un entrepreneur d'origine italienne qui a su profiter de l'essor du tourisme sur la Côte d'Azur. La compagnie emploie une quarantaine de chauffeurs et exploite une flotte de 25 autocars modernes qui effectuent principalement des circuits touristiques entre Nice, Cannes, Monaco et les villes italiennes de la Riviera comme San Remo et Imperia. Ces trajets transfrontaliers sont particulièrement appréciés des touristes qui souhaitent découvrir les 2 faces de la Côte d'Azur en une seule journée. André Mattei est reconnu par ses collègues comme un chauffeur expérimenté et consciencieux. Il connaît parfaitement les routes sinueuses de la Corniche et maîtrise suffisamment l'italien pour échanger avec les douaniers et les guides locaux. Ses supérieurs apprécient sa ponctualité et son professionnalisme, qualités essentielles dans un secteur où la satisfaction des clients est primordiale. Cependant, André possède aussi un trait de caractère qui le distingue de ses collègues, une curiosité naturelle et un sens aigu de l'observation qui l'amène parfois à remarquer des détails que d'autres ignorent. Durant l'été 1985, André est assigné principalement au circuit Riviera Express, des excursions d'une journée qui partent de Nice à 8h30 pour rejoindre San Remo, avec un arrêt de 2 heures pour permettre aux touristes de visiter la ville et faire du shopping dans les boutiques hors taxes. Le retour s'effectue généralement vers 18h01, permettant aux vacanciers de profiter du coucher de soleil sur la Méditerranée. Ces trajets sont très prisés, notamment par la clientèle allemande et britannique, qui représente une part importante des touristes de la région. Le matin du 23 juillet 1985, André Mattei se lève à 6h30 comme à son habitude. Sylvie lui prépare son café habituel et quelques tartines qu'il déguste en silence, consultant rapidement les nouvelles dans Nice Matin. La météo annonce une journée ensoleillée avec des températures avoisinant les 32 degrés, idéales pour une excursion sur la Riviera italienne. André embrasse sa femme et quitte l'appartement vers 7h15 pour rejoindre le dépôt de la rue de la Buffa, où l'attend son autocar. Un Cetra S215 HD de couleur bleue et blanche aux couleurs de Riviera Transport. À 7h45, André effectue sa vérification matinale du véhicule. Niveau d'huile, pression des pneus, fonctionnement des feux et des clignotants.
Il contrôle également l'état de propreté de l'habitacle et s'assure que le système de climatisation fonctionne correctement, détail crucial par cette chaleur estivale. Marco Santini, le superviseur des opérations, un homme d'une quarantaine d'années aux traits méditerranéens marqués, lui remet la liste des passagers du jour. 38 touristes allemands et britanniques logés dans différents hôtels de Nice et Cannes. Le circuit du jour suit l'itinéraire habituel. Départ de Nice à 8h30, collecte des passagers dans les principaux hôtels, puis direction l'autoroute A8 jusqu'à la frontière italienne à Vintimille. Le passage en douane se déroule sans encombre, les autocaristes bénéficiant d'une procédure simplifiée grâce aux accords de libre circulation. André salue les douaniers français et italiens qu'il connaît bien, échange quelques mots sur les conditions de circulation et la météo, puis reprend la route vers Sanremo. L'arrivée à Sanremo se fait vers 10h30. André gare son autocar sur la Piazza Colombo, dans la zone réservée aux cars de tourisme. Il remet aux passagers leur ticket de retour et leur donne rendez-vous à 16h30 au même endroit. Les touristes se dispersent alors dans les rues de la ville, certains se dirigeant vers le célèbre marché aux fleurs, d'autres vers les boutiques du centre-ville ou vers le casino. André, selon son habitude, trouve un café où il peut surveiller son véhicule tout en se reposant. C'est dans ce café, le bar central de la Via Matteotti, qu'André fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Vers 11h30, alors qu'il sirote un espresso en feuilletant la Gazzetta dello Sport, un homme d'une trentaine d'années aux cheveux noirs et à l'accent distinctement napolitain s'approche de sa table. L'homme se présente comme Enzo Calvino et dit travailler pour une société d'import-export basée à Imperia. Il engage la conversation avec André, lui demande s'il connaît bien les routes de la région et s'il lui arrive de transporter autre chose que des touristes. André, naturellement méfiant, répond qu'il travaille exclusivement pour Riviera Transport et ne s'occupe que de circuits touristiques. Mais Enzo insiste, expliquant qu'il cherche des chauffeurs expérimentés pour des transports spéciaux entre l'Italie et la France, des marchandises délicates qui nécessitent une grande discrétion. Il sort de sa poche une liasse de billets de banque et suggère qu'André pourrait facilement doubler ses revenus en acceptant occasionnellement ce type de mission. André refuse catégoriquement et se lève pour retourner à son autocar. Mais Enzo ne se décourage pas et glisse sa carte de visite dans la poche de sa chemise en murmurant « Réfléchissez, monsieur Mattei. Dans notre métier, on a tous besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Je serai encore là demain si vous changez d'avis. » L'incident trouble André plus qu'il ne veut l'admettre. En regagnant son véhicule, il remarque qu'un homme en costume sombre semble l'observer depuis l'autre côté de la place. Quand leurs regards se croisent, l'inconnu détourne rapidement les yeux et s'éloigne. André commence à ressentir une inquiétude diffuse, un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Le voyage de retour se déroule normalement. Les touristes remontent dans l'autocar vers 16h30, satisfaits de leur journée d'excursion. André reprend la route vers Nice, mais son esprit est ailleurs. Il repense à la conversation avec Enzo Calvino et à cet homme qui l'observait. En traversant la frontière à Vintimille, il remarque que le douanier français, habituellement bavard, se contente d'un simple coup d'œil sur les documents et fait signe de passer sans même vérifier l'intérieur du véhicule. L'arrivée à Nice se fait vers 19h. André dépose ses passagers dans les différents hôtels et regagne finalement le dépôt de la rue de la Buffa vers 20h30. Il effectue les vérifications d'usage, remplit son rapport de mission et remet les clés à Marco Santini. C'est à ce moment qu'il mentionne brièvement sa rencontre avec Enzo Calvino, décrivant l'homme comme un type louche qui proposait du travail au noir. La réaction de Santini est étrange. Son visage se crispe légèrement et il répond d'un ton sec qu'André a bien fait de refuser et qu'il ne faut surtout pas accepter ce genre de proposition. André quitte le dépôt vers 21h30, après avoir discuté quelques minutes avec Brigitte Arnaud, une collègue chauffeur qui prend le service de nuit. Brigitte, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux blonds courts, travaille pour Riviera Transport depuis 8 ans et connaît bien André. Elle lui demande s'il va bien, le trouvant plus soucieux que d'habitude. André hésite un instant,
puis décide de lui parler de sa rencontre avec Enzo Calvino. La réaction de Brigitte est immédiate et surprenante. Elle devient très pâle et saisit André par le bras. « Tu n'as rien accepté, j'espère ?» demande-t-elle avec une inquiétude évidente dans la voix. André la rassure, mais Brigitte insiste. « Écoute-moi bien, André. Si quelqu'un te propose encore ce genre de travail, refuse catégoriquement et n'en parle à personne. Surtout pas à Santini. » Elle jette un regard nerveux vers le bureau du superviseur avant d'ajouter « Il y a des choses qui se passent dans cette boîte. Des choses dont il vaut mieux ne pas s'occuper. » André voudrait en savoir plus, mais Brigitte se referme soudainement et prétexte qu'elle doit partir pour son service. Elle lui lance un dernier regard inquiet avant de monter dans son autocar. André reste seul dans la pénombre du dépôt, troublé par cette conversation. Il décide de rentrer chez lui à pied, espérant que la marche l'aidera à clarifier ses pensées. Il est 22h30 quand André sort du dépôt de la rue de la Buffa. La nuit est douce et les rues de Nice résonnent encore des échos de la vie nocturne estivale. André emprunte la rue de France, puis la rue de la Buffa en direction du centre-ville. C'est le dernier moment où quelqu'un le voit vivant. Une femme qui promène son chien dans la rue Pastorelli aperçoit vers 22h45 un homme correspondant à la description d'André qui marche d'un pas rapide vers la place Garibaldi. Elle remarque qu'il semble pressé et jette régulièrement des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il était suivi. À partir de ce moment, André Mattei disparaît de la circulation. Il n'arrive jamais chez lui, où Sylvie l'attend en préparant le dîner. Inquiète de ne pas le voir rentrer, elle téléphone d'abord au dépôt vers 23h30, mais n'obtient aucune réponse. Elle essaie ensuite de joindre plusieurs collègues d'André, sans succès. Elle passe une nuit blanche, imaginant tour à tour un accident, une panne ou un problème de santé. Le lendemain matin, 24 juillet 1985, Sylvie Mattei se rend directement au commissariat de police de Nice pour signaler la disparition de son mari. L'agent qui la reçoit, le brigadier Lucien Morvan, enregistre sa déclaration avec une attention polie, mais sans manifester d'inquiétude particulière. Dans son esprit, un homme de 37 ans qui ne rentre pas une nuit a probablement ses raisons, et la plupart de ses affaires se résolvent d'elles-mêmes en 48 heures. La première véritable investigation commence le 25 juillet, quand André manque son service matinal et que Riviera Transport signale officiellement son absence. Le commissaire Henri Delacroix, un homme de 45 ans à la moustache grise qui dirige la brigade criminelle, prend personnellement en charge l'enquête. Il commence par interroger Marco Santini, qui se montre coopératif, mais ne peut fournir aucune information utile. Selon lui, André était un employé modèle, ponctuel et fiable, sans problème particulier. L'interrogatoire de Brigitte Arnaud s'avère plus troublant. La femme semble nerveuse et évite soigneusement de mentionner sa conversation avec André le soir de sa disparition. Elle décrit son collègue comme un homme discret et travailleur, mais refuse de s'étendre sur l'ambiance au sein de l'entreprise. Quand Delacroix insiste, elle finit par admettre qu'il y a parfois des tensions entre les chauffeurs et la direction, mais ne veut pas en dire davantage. L'enquête révèle rapidement plusieurs éléments troublants. En fouillant l'appartement des Mattei avec l'accord de Sylvie, les policiers découvrent qu'André avait accumulé des dettes importantes. 35 000 francs dus à diverses institutions bancaires, somme considérable pour un chauffeur de bus dont le salaire mensuel ne dépasse pas 8 000 francs. Sylvie tombe des nues. Son mari ne lui avait jamais parlé de ses difficultés financières. Elle apprend également qu'André avait contracté une assurance vie de 200 000 francs 6 mois plus tôt. Information qui ne manque pas d'interpeller les enquêteurs. Les recherches s'intensifient. La police interroge tous les collègues d'André, épluche ses relevés bancaires et téléphoniques et lance un appel à témoins dans Nice Matin. Plusieurs personnes se manifestent, déclarant avoir vu un homme correspondant à sa description dans différents quartiers de la ville le soir du 23 juillet. Mais aucun témoignage ne permet d'établir un itinéraire cohérent. L'enquête prend une tournure particulière quand les policiers découvrent qu'André avait effectué plusieurs retraits importants en espèces dans les semaines précédant sa disparition. 5 000 francs le 10 juillet, 3 000 francs le 15 juillet
et 2000 francs le 22 juillet, soit la veille de sa disparition. Ces retraits, inhabituels pour un homme aux moyens modestes, alimentent la théorie d'une fuite volontaire pour échapper à ses créanciers. Cette hypothèse semble se confirmer quand la police découvre qu'André avait effectué des recherches sur les possibilités d'émigration vers l'Amérique du Sud. Dans sa table de nuit, les enquêteurs trouvent une brochure de l'ambassade du Brésil et des coupures de presse sur les opportunités d'emploi pour les Français en Argentine. Sylvie proteste vigoureusement. Jamais son mari n'aurait abandonné sa famille, et surtout pas de cette manière. Mais les preuves semblent accablantes. L'enquête officielle se ralentit progressivement. Malgré les recherches dans les hôpitaux, les morgues et les fichiers de police de la région, aucune trace d'André Mattei n'est retrouvée. La théorie de la fuite volontaire devient l'explication officielle, d'autant plus que plusieurs témoins affirment avoir vu un homme ressemblant à André dans un train en partance pour Marseille le 24 juillet au matin. Ces témoignages, bien que non confirmés, suffisent à convaincre la police que l'affaire ne relève pas du crime. Pour Sylvie Mattei, commence alors une période de cauchemar. Non seulement elle doit faire face à la disparition de son mari, mais elle découvre l'étendue des dettes qu'il avait accumulées. Les créanciers se manifestent rapidement, réclamant le remboursement de sommes qu'elle n'a pas les moyens d'honorer. Elle est contrainte de vendre l'appartement familial et de déménager avec Luc dans un logement social de la banlieue niçoise. Luc, alors âgé de 15 ans, vit très mal la situation. L'adolescent refuse catégoriquement de croire que son père ait pu les abandonner. Il se montre de plus en plus agressif. Ses résultats scolaires chutent dramatiquement. Et il commence à fréquenter des groupes de jeunes peu recommandables. Sylvie, dépassée par les événements, tente de maintenir une stabilité familiale tout en travaillant plus pour subvenir aux besoins du foyer. L'isolement social s'ajoute aux difficultés financières. Beaucoup de voisins et d'amis prennent leur distance avec la famille Mattei, gênés par la situation et influencés par les rumeurs qui circulent sur les vraies raisons de la disparition d'André. Certains murmurent qu'il menait une double vie, d'autres suggèrent qu'il était impliqué dans des activités douteuses. Ces commérages, bien que non fondés, empoisonnent l'existence de Sylvie et Luc. L'affaire connaît un rebondissement inattendu en septembre 1985, quand un berger découvre dans les collines au-dessus de Nice des vêtements qui pourraient appartenir à André, une chemise bleue et un pantalon gris déchiré et souillé. L'espoir renaît brièvement dans le cœur de Sylvie, mais l'expertise révèle que ces vêtements ne correspondent pas à ceux que portait André le soir de sa disparition. De plus, aucune trace de sang ou d'ADN n'est détectée et l'affaire retombe dans l'oubli. Les mois passent sans nouvel développement. Sylvie refuse de faire procéder à une déclaration de décès, s'accrochant à l'espoir qu'André reviendra un jour. Elle entreprend ses propres recherches, contactant des détectives privés qu'elle ne peut pas se permettre de payer, écrivant à des consulats français à l'étranger, passant des annonces dans les journaux. Toutes ces démarches restent vaines. En 1987, soit 2 ans après la disparition, un événement relance brièvement l'affaire. Un touriste allemand affirme avoir aperçu André Mattei dans un café de Buenos Aires. Il fournit même une photographie floue d'un homme de dos qui pourrait effectivement ressembler au disparu. Cette information, transmise par Interpol, fait l'objet d'une vérification, mais l'homme photographié s'avère être un expatrié français, installé en Argentine depuis 1980, qui n'a aucun lien avec l'affaire. L'espoir s'amenuise progressivement. Luc, devenu majeur, quitte Nice pour poursuivre des études d'ingénieur à Lyon. Il garde des rapports distants avec sa mère, encore marquée par les événements de son adolescence. Sylvie, elle, s'installe dans une routine mélancolique, travaillant dans une nouvelle agence de voyage et passant ses soirées seule dans son petit appartement de la banlieue niçoise. Les années 1990 voient naître et mourir plusieurs pistes qui ne mènent nulle part. En 1992, la police reçoit une lettre anonyme prétendant qu'André Mattei a été vu dans un casino de Monaco. L'enquête révèle qu'il s'agit d'une mystification. En 1995,
Un détenu de la prison de Grasse affirme connaître la vérité sur la disparition d'André et propose ses révélations en échange d'une réduction de peine. Ces déclarations s'avèrent incohérentes et manifestement inventées. Peu à peu, même les proches d'André commencent à accepter l'idée qu'il ne reviendra jamais. Ses anciens collègues de Riviera Transport ont pour la plupart quitté l'entreprise qui a été rachetée en 1993 par un groupe allemand. Marco Santini a pris sa retraite et s'est installé dans une villa sur les hauteurs de Nice, apparemment sans souci financier. Brigitte Arnaud a émigré au Canada avec sa famille, coupant définitivement les liens avec son passé niçois. En 2000, soit 15 ans après la disparition, Sylvie se résigne enfin à faire procéder à une déclaration judiciaire de décès. Cette démarche administrative clôt officiellement l'affaire André Mattei, même si elle n'apporte aucune réponse aux questions qui hantent encore sa veuve. Le dossier rejoint les archives de la police nationale, classées parmi les disparitions inexpliquées. L'automne 2005 marque un tournant inattendu dans l'affaire André Mattei. Le docteur Philippe Gérard, un médecin retraité de 68 ans originaire de Strasbourg, passe ses vacances sur la Côte d'Azur avec sa femme Marguerite. Passionné d'antiquités et collectionneur de souvenirs historiques, il a pris l'habitude de visiter les brocantes et les boutiques d'antiquités de la région lors de ses séjours annuels. Le 15 octobre 2005, par une belle journée ensoleillée, le couple Gérard se promène dans les rues piétonnes de Cannes. Il s'arrête devant une petite boutique d'antiquités, Trésor du Temps, située rue Ménadier, non loin du marché Fortville. Le propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux blancs, nommé Jean-Claude Vallier, les accueille avec l'amabilité commerciale habituelle des antiquaires de la région. Le docteur Gérard examine les objets exposés avec l'œil expert du collectionneur. Il s'intéresse particulièrement aux souvenirs de la belle époque et aux témoignages de l'histoire locale. C'est en fouillant dans un tiroir rempli de petits objets divers qu'il découvre un badge professionnel en plastique bleu et blanc portant l'inscription Riviera Transport et le nom André Mattei. Le badge, quelque peu défraîchi, semble dater des années 1980. Intrigué par cette trouvaille, le docteur Gérard demande à Jean-Claude Vallier d'où provient cet objet. L'antiquaire consulte ses registres et explique qu'il fait partie d'un lot d'objets divers, qu'il a acheté en septembre 2005 à une dame âgée de grâce qui débarrassait la maison de son frère décédé. Le lot comprenait principalement des bibelots sans valeur, des photographies et quelques souvenirs professionnels. Le docteur Gérard, mu par une curiosité naturelle, décide d'acheter le badge pour la somme modique de 10 €. Il n'a aucune idée de l'importance historique de sa découverte, mais quelque chose dans cet objet éveille son intérêt. De retour à l'hôtel, il examine le badge plus attentivement à la lumière de la lampe de chevet. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'inhabituel. Le badge semble avoir été ouvert puis refermé, et les deux parties ne s'emboîtent pas parfaitement. Armé d'une loupe et d'un canif, le docteur Gérard parvient à séparer délicatement les deux parties du badge. À l'intérieur, il découvre un petit morceau de film photographique, soigneusement plié et protégé par un morceau de plastique transparent. Le film de format 35 mm contient plusieurs images miniaturisées qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le docteur Gérard comprend immédiatement qu'il s'agit d'un microfilm, technique utilisée dans les années 1980 pour archiver des documents en réduisant leur taille. Intrigué par cette découverte, le docteur Gérard se rend le lendemain dans un magasin de photographie du centre-ville de Cannes. Le gérant, un homme d'une quarantaine d'années passionné par les techniques photographiques anciennes, possède encore l'équipement nécessaire pour développer et agrandir les microfilms. Moyennant 50 €, il accepte de traiter le film et de fournir des tirages agrandis des images. Le résultat dépasse toutes les attentes. Le microfilm contient 6 photographies qui révèlent des scènes troublantes. Des hommes en train de charger des sacs et des valises dans des autocars Riviera Transport. Des échanges d'argent entre des individus que l'on ne voit que de dos. Et surtout, une image particulièrement claire montrant Marco Santini en conversation avec un homme en costume sombre dans ce qui semble être un entrepôt. Une des photographies montre également l'intérieur d'un autocar où l'on peut voir des paquets dissimulés sous les sièges.
le docteur Gérard réalise qu'il détient probablement des preuves d'activités illégales. Mais il ne comprend pas encore le lien avec André Mattei. Il décide de mener sa propre enquête et commence par rechercher des informations sur Riviera Transport et son ancien employé. Une recherche sur Internet lui apprend rapidement l'existence de l'affaire de la disparition d'André Mattei en 1985. Et il comprend qu'il détient peut-être la clé d'un mystère vieux de 20 ans. Homme de devoir, le docteur Gérard contacte le commissariat de police de Nice dès son retour à Strasbourg. Il explique sa découverte au commissaire Bernard Rousset qui a remplacé Henri Delacroix parti à la retraite. Rousset, d'abord sceptique, change d'attitude quand il reçoit par courrier les photographies développées. Il reconnaît immédiatement Marco Santini, qui vit toujours à Nice et mène un train de vie étonnamment confortable pour un ancien superviseur de compagnie de transport. L'affaire André Mattei, classée depuis 15 ans, est officiellement rouverte le 2 novembre 2005. Le commissaire Rousset constitue une équipe spéciale composée de 3 enquêteurs expérimentés. Le lieutenant Patricia Moreau, spécialiste des affaires de stupéfiants, le capitaine Jacques Fontaine, expert en crimes organisés, et le brigadier-chef Antoine Leblanc, qui avait participé aux premières recherches en 1985. L'enquête révèle rapidement que les photographies du microfilm ne sont pas les seules preuves qu'André Mattei avait constituées. Une perquisition dans les archives de Riviera Transport, désormais propriété du groupe allemand Touristica GmbH, met au jour des documents comptables troublants. Les registres de 1985 montrent des revenus inexpliqués et des dépenses dont la nature n'est pas clairement établie. Plus important encore, plusieurs voyages vers l'Italie ne correspondent à aucune réservation touristique officielle. L'interrogatoire de Marco Santini, désormais âgé de 62 ans, constitue un moment clé de l'enquête. Confronté aux photographies du microfilm, l'ancien superviseur nie d'abord toute implication dans des activités illégales. Il prétend qu'André Mattei était un employé à problème qui tentait de faire chanter ses supérieurs. Mais face à l'accumulation des preuves et à la menace de poursuites judiciaires, il finit par accepter de collaborer avec la justice. La révélation de Marco Santini bouleverse complètement l'enquête. Lors d'un interrogatoire qui dure plus de 8 heures, l'ancien superviseur décrit un système complexe de trafic de drogue entre l'Italie et la France qui utilisait les circuits touristiques comme couverture. Selon ses déclarations, l'opération avait commencé de manière artisanale en 1983 avec quelques kilos de hashish dissimulés dans les bagages des autocars, mais avait rapidement pris une ampleur considérable. Le système fonctionnait de manière apparemment simple. Les cars de tourisme partaient de Nice avec leurs passagers légitimes, mais transportaient également des drogues cachées dans des compartiments spécialement aménagés sous les sièges. À Sanremo, pendant que les touristes visitaient la ville, les chauffeurs complices effectuaient l'échange. Ils récupéraient des sacs contenant de la cocaïne et de l'héroïne en provenance des réseaux napolitains et livraient l'argent des ventes précédentes. Le génie du système résidait dans l'utilisation des flux touristiques légaux. Les cars bénéficiaient de contrôles douaniers allégés. Les douaniers français et italiens étant habitués à voir passer plusieurs fois par semaine les mêmes véhicules avec les mêmes chauffeurs. Certains douaniers, selon Santini, étaient même corrompus et fermaient volontairement les yeux en échange de sommes d'argent substantielles. André Mattei n'était pas censé découvrir ce trafic. Affecté habituellement aux circuits locaux autour de Nice et Monaco, il n'avait commencé à effectuer la ligne Sanremo qu'en juin 1985, en remplacement d'un collègue en congé maladie. C'est sa curiosité naturelle et son sens de l'observation qui l'ont perdu. Contrairement aux autres chauffeurs qui se contentaient d'attendre leurs passagers dans les cafés, André avait pris l'habitude d'inspecter régulièrement son véhicule pour s'assurer qu'aucun problème mécanique ne survienne. C'est ainsi qu'il avait remarqué, au début juillet 1985, que certains sièges de son autocar semblaient avoir été démontés puis remontés de façon approximative. Intrigué, il avait découvert les compartiments secrets et les avait photographiés avec un petit appareil photo qu'il transportait toujours avec lui.
André était un homme méticuleux qui documentait tout, et il avait rapidement compris qu'il était tombé sur quelque chose de très grave. Selon Marco Santini, André avait d'abord tenté de le confronter directement. Le 15 juillet 1985, il était venu dans son bureau avec plusieurs photographies des compartiments secrets et avait exigé des explications. Santini avait essayé de minimiser l'affaire, prétendant qu'il s'agissait simplement de contrebande de cigarettes, activité tolérée par beaucoup à l'époque. Mais André n'était pas dupe. Il avait reconnu les caractéristiques des drogues dures et savait que les enjeux étaient bien plus graves. La situation s'était envenimée quand André avait menacé d'alerter la police. Santini avait d'abord tenté de l'acheter, lui proposant 50 000 francs pour fermer les yeux. André avait refusé catégoriquement, déclarant qu'il ne pouvait pas être complice d'un trafic qui empoisonnait la jeunesse. Il avait donné à Santini une semaine pour cesser ses activités, menaçant sinon de tout révéler aux autorités. C'est à ce moment que Marco Santini avait commis l'erreur fatale de contacter ses associés italiens. L'organisation criminelle qui dirigeait le trafic ne pouvait pas se permettre qu'un simple chauffeur de bus mette en péril une opération qui rapportait plusieurs millions de francs par an. L'ordre avait été donné d'éliminer André Mattei avant qu'il ne puisse nuire. Le plan d'élimination avait été soigneusement préparé. Enzo Calvino, l'homme qui avait abordé André au café de San Remo le 23 juillet, n'était pas un simple recruteur comme l'avait cru André. C'était un tueur professionnel de la Camorra napolitaine, spécialement envoyé pour évaluer si André pouvait être corrompu ou s'il fallait l'éliminer. La réaction d'André avait scellé son sort. L'enquête révèle également le rôle crucial de Brigitte Arnaud dans cette affaire. La femme, interrogée par téléphone au Canada, où elle vit désormais, accepte finalement de révéler ce qu'elle savait depuis 20 ans. Elle explique qu'elle était au courant du trafic depuis 1984, mais avait gardé le silence par peur des représailles. Elle avait tenté de mettre André en garde le soir du 23 juillet, mais il était déjà trop tard. Brigitte révèle qu'elle avait vu Marco Santini téléphoner dans son bureau juste après le départ d'André, parlant en italien à voix basse. Elle avait entendu le nom Calvino plusieurs fois et avait compris que quelque chose de grave se préparait. Elle avait essayé de prévenir André, mais celui-ci était déjà parti du dépôt. Elle avait passé la nuit suivante dans l'angoisse, se doutant que son collègue était en danger. Le lendemain de la disparition d'André, Brigitte avait remarqué que Marco Santini semblait étrangement soulagé. Il avait annoncé aux employés qu'André avait probablement eu des problèmes personnels et qu'il ne fallait plus compter sur son retour. Cette certitude, alors que personne ne savait encore ce qui était arrivé au chauffeur, avait renforcé les soupçons de Brigitte. Les investigations financières menées par l'équipe du commissaire Rousset révèlent l'ampleur du trafic. Entre 1983 et 1987, Riviera Transport a déclaré des bénéfices anormalement élevés pour une entreprise de sa taille. Plus troublant encore, Marco Santini a effectué plusieurs investissements immobiliers importants dans les années qui ont suivi la disparition d'André, acquérant notamment sa villa des hauteurs de Nice pour 800 000 francs en 1986, somme considérable pour un superviseur de transport. L'enquête internationale lancée par Interpol permet de reconstituer le réseau criminel. L'organisation était dirigée par la famille Scalfaro, un clan de la Camorra basé à Naples et spécialisé dans le trafic de drogue vers l'Europe du Nord. Vincenzo Scalfaro, le patriarche de 75 ans, avait développé un réseau de corruption qui s'étendait des ports napolitains aux douanes franco-italiennes, en passant par plusieurs entreprises de transport légales. Enzo Calvino, l'homme qui avait approché André à San Remo, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les recherches révèlent qu'il a été retrouvé mort dans sa voiture en octobre 1985, 3 mois après la disparition d'André dans la banlieue de Naples. Officiellement, il s'agissait d'un règlement de compte entre clans rivaux, mais les enquêteurs soupçonnent que Calvino a été éliminé pour supprimer un témoin gênant. L'étau se resserre autour de Marco Santini quand les enquêteurs découvrent des preuves matérielles compromettantes.
Une perquisition dans sa villa met au jour un coffre-fort contenant 150 000 € en liquide et plusieurs passeports établis sous de fausses identités. Plus incriminant encore, il trouve des documents qui prouvent ses liens avec des sociétés écrans contrôlées par la famille Scalfaro. Confronté à ces nouvelles preuves, Marco Santini comprend que sa situation devient intenable. Il accepte de négocier sa coopération avec la justice en échange d'une peine réduite. C'est lors de ces négociations qu'il révèle finalement ce qui est arrivé à André Mattei dans la nuit du 23 juillet 1985. La vérité sur la mort d'André Mattei émerge dans le bureau du juge d'instruction Pierre Dubernay le 18 novembre 2005. Marco Santini, assisté de son avocat, accepte de révéler tous les détails de l'affaire en échange d'une qualification de complicité plutôt que d'assassinat. Son récit, enregistré intégralement, reconstitue les dernières heures de la vie d'André Mattei avec une précision glaçante. Selon Santini, le plan avait été mis au point dès le 22 juillet, après qu'André eut renouvelé ses menaces de tout révéler à la police. Enzo Calvino était arrivé de Naples dans la journée du 23 juillet, avec pour mission d'éliminer le chauffeur récalcitrant. Le contact avec André au café de San Remo faisait partie de la mise en scène. Il s'agissait de s'assurer qu'André n'avait pas changé d'avis et de confirmer qu'il représentait bien un danger pour l'organisation. Le soir du 23 juillet, après qu'André eut quitté le dépôt de la rue de la Bouffa, Enzo Calvino l'avait suivi discrètement dans les rues de Nice. Il avait attendu que le chauffeur soit suffisamment éloigné du dépôt et des zones fréquentées pour l'aborder. La confrontation avait eu lieu vers 22h45 dans une ruelle sombre près de la place Garibaldi, exactement où la promeneuse de chiens avait aperçu André pour la dernière fois. Calvino avait d'abord tenté une dernière fois de corrompre André, lui proposant 100 000 francs pour son silence. Face au refus catégorique du chauffeur, qui avait déclaré qu'il préférait mourir plutôt que de devenir complice de trafiquants, Calvino avait sorti un pistolet équipé d'un silencieux. André avait eu le temps de comprendre ce qui allait se passer et avait tenté de fuir, mais le tueur l'avait rattrapé dans une impasse. Enzo Calvino avait tué André Mattei d'une balle dans la nuque à bout portant, vers 23h le 23 juillet 1985. Pour faire disparaître le corps, il avait utilisé un fourgon stationné à proximité et l'avait transporté vers une décharge industrielle abandonnée dans la banlieue de Nice, près d'Antibes. Là, il avait incinéré le cadavre dans un four utilisé autrefois pour brûler les déchets chimiques. Cette méthode, caractéristique des méthodes de la Camorra, ne laissait aucune trace exploitable. Avant de brûler le corps, Calvino avait récupéré tous les effets personnels d'André, notamment son portefeuille, ses clés et son badge professionnel. C'est en fouillant ce badge qu'il avait découvert le microfilm caché par André. Comprenant l'importance de ces preuves, il avait conservé le badge au lieu de le détruire avec le reste, comptant peut-être s'en servir un jour contre Marco Santini ou d'autres complices. La mise en scène de la fuite volontaire avait été soigneusement préparée. Les retraits d'argent importants effectués par André dans les semaines précédant sa mort n'étaient pas destinés à financer une fuite comme l'avait cru la police, mais à rembourser des dettes pressantes. André était un homme honnête mais mauvais gestionnaire qui avait accumulé des dettes en tentant d'aider financièrement son frère en difficulté. Ces dettes expliquaient aussi pourquoi il avait été particulièrement indigné par les propositions de corruption. Il aurait pu facilement résoudre ses problèmes financiers en acceptant l'argent des trafiquants, mais ses principes moraux l'en empêchaient. Les brochures sur l'émigration trouvées chez André avaient été placées là par Calvino lui-même, qui s'était introduit dans l'appartement des Mattei le 24 juillet au matin, profitant de l'absence de Sylvie Parti, signaler la disparition au commissariat. Cette intrusion visait à renforcer la thèse de la fuite volontaire et à détourner les soupçons de la police. L'assurance vie contractée par André 6 mois plus tôt était également authentique, mais elle ne témoignait pas d'une préméditation de fuite. André, inquiet de ses dettes et conscient des risques de son métier de chauffeur, avait simplement voulu protéger sa famille en cas d'accident. Cette police d'assurance, ironiquement, n'avait jamais pu être activée puisqu'André était officiellement porté disparu et non décédé.
Marco Santini révèle également comment l'organisation criminelle avait réussi à faire croire aux témoignages de personnes ayant vu André dans un train pour Marseille le 24 juillet. Ces témoins étaient en réalité des complices payés pour égarer l'enquête. L'homme aperçu dans le train ressemblait effectivement à André, mais il s'agissait d'un sosie recruté spécialement pour l'occasion. Le badge d'André était resté en possession d'Enzo Calvino jusqu'à sa mort en octobre 1985. Après l'élimination du tueur par ses propres associés, ses affaires personnelles avaient été récupérées par un receleur napolitain qui les avait revendues à des antiquaires de la Côte d'Azur sans connaître leur importance. C'est ainsi que le badge s'était retrouvé dans le lot d'objets divers achetés par Jean-Claude Vallier, l'antiquaire de Cannes. La révélation la plus troublante concerne le rôle des autorités locales dans cette affaire. Selon Marco Santini, au moins 3 fonctionnaires de police étaient corrompus par l'organisation criminelle et avaient délibérément orienté l'enquête vers la thèse de la fuite volontaire. Ces policiers, dont Santini refuse de révéler l'identité malgré les pressions du juge, auraient reçu de l'argent pour classer rapidement l'affaire sans approfondir les investigations. Cette corruption explique pourquoi certaines pistes évidentes n'avaient pas été exploitées en 1985. Les liens d'André avec Riviera Transport et les circuits vers l'Italie auraient dû naturellement conduire les enquêteurs à s'intéresser de plus près aux activités de l'entreprise. Mais l'enquête avait été délibérément limitée aux aspects personnels et financiers de la disparition, évitant soigneusement d'explorer l'environnement professionnel d'André. La confession de Marco Santini déclenche une vaste opération judiciaire qui dépasse largement le cadre de la disparition d'André Mattei. Le parquet de Nice ouvre une information judiciaire pour assassinat, trafic de stupéfiants en bande organisée et corruption de fonctionnaires. L'enquête s'étend à plusieurs pays européens avec la coopération d'Interpol et d'Europol. Les premières arrestations ont lieu en décembre 2005. Marco Santini est incarcéré à la maison d'arrêt de Nice-Lariane en attendant son jugement. Malgré sa coopération avec la justice, il écope finalement de 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et participation à une organisation criminelle. Sa villa des hauteurs de Nice est saisie, ainsi que tous ses biens immobiliers acquis grâce au profit du trafic. En Italie, les révélations de l'affaire Mattei permettent de démanteler une partie du réseau Scalfaro. Vincenzo Scalfaro, le patriarche de 75 ans, est arrêté dans sa résidence de Naples en janvier 2006. Malgré son grand âge, il est condamné à la prison à vie pour direction d'organisations criminelles et complicité de plusieurs assassinats, dont celui d'André Mattei. 8 autres membres du clan sont également condamnés à des peines allant de 10 à 25 ans de prison. L'enquête sur la corruption des fonctionnaires français s'avère plus délicate. 2 des 3 policiers soupçonnés sont déjà décédés, emportant leurs secrets dans la tombe. Le 3e, un ancien brigadier-chef de la police aux frontières aujourd'hui retraité, nie farouchement toute implication. Faute de preuves suffisantes, il échappe aux poursuites, mais sa réputation est définitivement ternie par les révélations de l'affaire. Pour Sylvie Mattei, désormais âgée de 62 ans, la vérité sur la mort de son mari apporte à la fois un soulagement et une immense tristesse. Elle apprend enfin qu'André ne l'a jamais abandonnée, qu'il est mort en héros en refusant de se compromettre avec des criminels. Mais cette révélation intervient après 20 ans de souffrance et de doute qui ont marqué à jamais sa vie et celle de son fils. Luc Mattei, devenu ingénieur et père de famille, vit difficilement la révélation de la vérité. Il comprend que son père est mort pour avoir voulu faire le bon choix, mais il ne peut s'empêcher de penser que cette intégrité a détruit sa famille. Les relations avec sa mère, déjà distantes, ne s'améliorent pas vraiment malgré la révélation de la vérité. Trop d'années de rancœur et de non-dits se sont accumulées. L'affaire André Mattei devient un symbole de la lutte contre le crime organisé sur la Côte d'Azur. Elle révèle l'ampleur de l'infiltration de la mafia italienne dans l'économie légale de la région et conduit à un renforcement des contrôles douaniers et des enquêtes sur les entreprises de transport.
Plusieurs autres affaires de corruption et de trafic sont découvertes dans le sillage de cette investigation. Le docteur Philippe Gérard, l'homme qui a permis la découverte de la vérité, reçoit une médaille de la préfecture des Alpes-Maritimes pour sa contribution à la justice. Il continue ses vacances annuelles sur la Côte d'Azur, mais évite désormais les boutiques d'antiquités, marquées par cette expérience qui lui a montré que les objets du passé peuvent receler des secrets terrifiants. Jean-Claude Vallier, l'antiquaire de Cannes, ferme définitivement sa boutique après ces révélations. Il n'arrive plus à regarder les objets qu'il vend sans se demander quelle histoire dramatique il pourrait cacher. Il se reconvertit dans l'immobilier, préférant vendre des biens dont il connaît parfaitement l'origine. Brigitte Arnaud, interrogée plusieurs fois par vidéoconférence depuis le Canada, refuse de revenir en France témoigner au procès. Elle vit encore dans la peur des représailles, même 20 ans après les faits. Ces témoignages écrits sont néanmoins essentiels pour établir la chronologie des événements et confirmer la version de Marco Santini. L'entreprise Riviera Transport, devenue filiale du groupe allemand Touristika GmbH, survit difficilement au scandale. Malgré le changement de propriétaire et le renouvellement complet du personnel, l'image de marque reste durablement ternie. L'entreprise change finalement de nom en 2007 et se spécialise dans le transport scolaire, abandonnant définitivement les circuits touristiques internationaux. La famille Mattei reçoit des dommages et intérêts de la part de l'État français pour les dysfonctionnements de l'enquête de 1985. Cette indemnisation, bien qu'importante financièrement, ne peut effacer 20 ans de souffrance et d'incertitude. Sylvie utilise une partie de cet argent pour créer une association d'aide aux familles de disparus, perpétuant ainsi la mémoire de son mari. Le badge d'André Mattei, pièce à conviction essentielle de l'affaire, est conservé au musée de la police nationale à Lyon. Il témoigne de la détermination d'un homme ordinaire qui a préféré mourir plutôt que de se compromettre avec le crime organisé. Cette histoire illustre à la fois la vulnérabilité des individus face aux organisations criminelles et leur capacité de résistance morale. L'affaire se clôt officiellement en 2008 avec la condamnation en appel de tous les protagonistes encore vivants. Mais elle laisse de nombreuses questions en suspens. Combien d'autres entreprises de la Côte d'Azur étaient infiltrées par la mafia? Combien d'autres fonctionnaires étaient corrompus? Combien d'autres André Mattei ont disparu sans que leur sort soit jamais élucidé? Ce cas nous montre comment un homme ordinaire peut devenir un héros malgré lui, et comment la vérité peut mettre des décennies à émerger. Il révèle aussi les ravages que le crime organisé peut causer dans la vie des familles innocentes, et l'importance cruciale de l'intégrité individuelle face à la corruption systémique. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'André Mattei? Auriez-vous eu le courage de résister aux menaces et à la corruption? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles.